Bonjour Roland Roth, Bonjour. merci de nous accueillir ici à la médiathèque de Sarreguemines. Pourquoi avoir choisi spécifiquement ce lieu pour cette interview de début d'année? Parce que c'est un endroit emblématique de la ville de Sarreguemines, géré par la communauté d'agglomération. On est dans un milieu de culture et bon, j'aime bien pouvoir profiter un peu du quotidien de nos concitoyens. La CASC, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, a effectivement de nombreuses compétences, notamment la médiathèque ici à Sarreguemines que vous gérez, mais aussi au niveau du développement économique. Et en 2023, le projet qui a marqué tous les esprits, c'est le projet d'implantation Holosolis, donc cette méga usine de panneaux photovoltaïques qui doit voir le jour prochainement. Comment la CASC soutient-elle ce projet d'implantation de cette méga usine? Comme vous l'avez dit, effectivement, le grand projet de l'année 2023, c'était le projet Holosolis. La communauté d'agglomération est un excellent levier d'aménagement du territoire, notamment en matière de développement économique. Et en 2023, je crois qu'on a eu une nouvelle fois la preuve de son efficacité. Alors, Holosolis est un projet de grande importance, de grande taille également, qui nous permettra, et ce sera 2 fois en l'espace de 25 ans, donc sur une période relativement courte, de provoquer une nouvelle dynamique économique à l'image de ce qui s'est fait dans les années 90 avec la Smart. Donc ce projet qui finalement a été choisi par notre assemblée d'élus entre 9 propositions, je tiens à le préciser, ce qui est une situation assez rare. Donc ce projet a fait l'unanimité au sein de l'Assemblée pour de nombreuses raisons, parce que nous estimions que c'était le meilleur projet sur ce site et le meilleur projet aussi pour la proximité de la population. Donc aujourd'hui, l'ensemble de la population, quasiment, après la période de concertation qui a déjà eu lieu, l'ensemble de la population connaît le projet, sauf exception peut-être, et on a le sentiment qu'il est adopté. Il est adopté par la population et c'est ce que nous recherchions. Alors, comment ça se passe actuellement, puisque là on était en période d'annonce, donc c'était au mois de mai dernier. Aujourd'hui on est en plein travail de soutien, puisque bon, c'est avant tout eux qui ont un travail énorme à faire, mais c'est aussi à nous de les accompagner. Alors comment peut-on les accompagner? De plusieurs manières. Et la première, celle qui est la plus urgente peut-être, elle se déroule actuellement, c'est la préparation des dossiers de demande d'autorisation. Alors il y a 2 demandes importantes qui doivent être faites très rapidement, et c'est prévu pour le mois de mars. Enfin, d'ici le mois de mars, je pense que les 2 dossiers seront prêts. Le premier, c'est la demande de permis de construire. Et le second, c'est l'autorisation environnementale, donc ce qu'on appelle l'ICPE. Ces 2 dossiers devraient être prêts au mois de mars. Commencera alors une période de procédure, puisque bon, il faudra une enquête publique, il y a un certain nombre de contraintes qui font que cela va durer quelques mois, et nous arriverons probablement à un démarrage des travaux à la fin de l'année, peut-être au tout début de l'année prochaine. Tout dépend de l'évolution du dossier. Ça, c'est la partie administrative. À côté de cela, nous avons un rôle à jouer en matière d'équipement, puisque cette unité aura besoin d'eau. Donc l'approvisionnement en eau devra être assuré. Ce sera le rôle de la communauté d'agglomération, puisque bon, nous nous sommes engagés
à régler ce problème. Cette unité a besoin d'électricité également, donc même chose, il faut que très rapidement on leur apporte la puissance électrique qui est nécessaire à leur fabrication. Et ensuite, il y aura également et probablement un certain nombre de travaux de modification à faire sur le terrain, au niveau des voies d'accès, éventuellement donc des déplacements à faire, mais cela dépendra du plan final définitivement adopté. Nous ne pouvons pas engager ces travaux-là dans l'immédiat puisque le projet n'est pas définitivement arrêté. Donc voilà le rôle d'accompagnement de la CASC par rapport à ce projet. Alors tout ça est en cours d'évolution et c'est vrai que parallèlement à ce projet, on a appris que d'autres usines de panneaux photovoltaïques, à peu près équivalentes, en tout cas similaires à ce projet en cours d'évolution, comme le groupe suisse Meyer Burger, souhaitent malheureusement délocaliser leur production vers les États-Unis, puisque en cause, selon la direction, c'est le manque de rentabilité actuellement en Europe, c'est ce qu'ils affirment. Est-ce que cette nouvelle vous inquiète-t-elle pour un gros projet tel que Holosolis, ici sur notre territoire ? Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Bon, je peux comprendre que cette usine, qui est une usine d'ailleurs relativement récente, puisse avoir des problèmes que je ne domine pas, que je ne connais pas. J'aurai probablement l'occasion d'en rediscuter avec nos porteurs de projets qui sont probablement plus au fait que moi. Il existe un réel problème mondial au niveau de la politique économique. Je crois qu'il y a effectivement des choses à faire. Aujourd'hui, nos pouvoirs publics sont conscients de la nécessité de réindustrialiser la France et réindustrialiser l'Europe. C'est l'objectif de tout ce projet, puisqu'il s'agit de construire une unité de production de panneaux photovoltaïques en Europe pour rayonner commercialement en Europe et éviter ces longs déplacements de la Chine vers chez nous. Donc il y a des choses à régler. Il vaut parfois mieux trouver ou chercher la solution à des problèmes réels que d'écouter parfois certains discours qui ne sont pas forcément les meilleurs. Parlons justement de réindustrialisation ici sur notre territoire de la Casque. Où en sommes-nous sur les projets d'implantation des nouvelles sociétés sur nos différents parcs d'activités, puisque c'est vrai qu'il y a Ambar, qu'on vient de citer avec Holosolis, mais il y a aussi Wüstwiller et il y a certainement aussi d'autres projets en cours d'évolution actuellement. Alors où en sommes-nous ? Alors, bon, on a parlé de l'Europol, mais sur l'Europol, il n'y a pas que Holosolis. Vous savez que j'ai eu l'occasion de faire une annonce au mois de septembre par rapport à l'implantation de Wirtz Group, qui est un groupe belge de logistique qui va s'installer sur l'Europol également, à un endroit qui aujourd'hui n'est pas terrassé. Donc on ne le voit pas, il faut finalement s'imaginer l'implantation sur une carte, mais très rapidement, à partir du printemps, nous verrons des travaux. D'ailleurs, il y en a quand même déjà actuellement puisque les fouilles archéologiques sont en cours. Donc à cet endroit va s'installer une importante unité de logistique. Donc cette annonce-là est réelle. Donc nous travaillons sur ce projet en parallèle de celui d'Holosolis. Et pour l'Europol, c'est déjà, je dirais, très bien. Surtout que je crois qu'il vaut mieux l'évoquer. Nous arrivons tout doucement à la fin de notre réserve au niveau foncier. Donc, une fois que Wirtz sera installé, il ne restera plus de surface
de grande surface, je dirais, intéressante pour une implantation de grande ampleur. Alors, je fais une petite parenthèse, puisque il y a des bruits qui courent, même au travers de la presse, de l'installation d'un fabricant chinois d'automobiles sur l'Europol de Hambach. Donc je voulais simplement dire et préciser que nous n'avons eu aucun contact à ce niveau. Donc nous ne connaissons pas à ce jour de producteurs d'automobiles chinois qui s'installeraient sur l'Europol. D'ailleurs, je viens d'évoquer les surfaces disponibles. Ce serait difficile. Par contre, il y a pour nous obligation dès à présent de penser à l'avenir, parce que nous menons une politique qu'on appelle la politique clé en main. Nous réalisons des parcelles, nous préparons les terrains avant même qu'il y ait de la demande. Et si nous voulons poursuivre de cette façon-là, eh bien, il faut que nous prenions des décisions très rapidement. Voilà pour l'Europol. Ensuite, nous avons la zone de Wouswiller, dont la zone ouest a été terrassée l'an dernier aussi, avec création de voiries d'accès déjà. Donc cet espace aujourd'hui est prêt à accueillir des implantations. Nous avons vendu 5 ou 6 parcelles en 2023 sur cet espace-là. Là aussi, nous allons progressivement vers la fin de nos possibilités, alors que c'est une zone d'activité particulièrement intéressante, bien située et qui très souvent plaît aux demandeurs. Et puis nous avons une autre zone d'activité à Roulin, et là aussi, nous venons de vendre la dernière parcelle, si je ne me trompe pas, et nous sommes là aussi à la fin de nos possibilités. Donc voilà un petit tour d'horizon de nos zones d'activité. On n'évoquera pas les zones d'activité commerciales, puisque elles sont gérées par la CAS. Il y a certainement encore beaucoup à dire sur ce sujet, effectivement. Voilà. Pour accompagner l'implantation de ces nouvelles sociétés veut dire aussi effectivement plus de monde ici dans notre région qui sont accueillis. Comment allez-vous favoriser les offres de mobilité alternatives sur notre territoire? Il y a eu plusieurs projets en 2023. Comment allez-vous poursuivre ces actions en 2024? Voilà, la communauté d'Aglo, en dehors de ces nouveaux projets, travaille depuis longtemps déjà à cette problématique de mobilité alternative. Je fais un petit rappel, nous avons aujourd'hui 250 km de pistes cyclables qui sont réalisées sur notre territoire, souvent des pistes en site propre, c'est-à-dire sans circulation automobile, qui assure une sécurité totale à ce niveau-là. Donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place. Mais nous allons plus loin en matière de pistes cyclables. Par exemple, sur 2024, 2 nouveaux tronçons sont prévus. Le premier, c'est entre Lixin-les-Roulins et Grosse-Blie. C'est un tronçon que nous voulons réaliser depuis bien longtemps déjà, mais qui s'est heurté à une problématique foncière. Il suffit qu'un propriétaire, à un moment, ne joue pas le jeu pour arrêter le projet sur une certaine durée. Et puis, nous avons la liaison entre Ernest-Villers et Putelange, qui se réalisera également. En parallèle, nous sommes très attentifs à ce qui se passe au niveau du rail, puisque la ligne Sarreguemines Beach ne fonctionne plus, mais la voie reste toujours praticable. Elle nécessiterait un entretien, mais elle existe toujours et nous avons le souci permanent de la préserver pour pouvoir à un moment réouvrir cette ligne dans des conditions qui restent à définir. Autre
interrogations que nous avions. J'ai eu une réponse hier, donc c'est quelque chose de très récent. Vous savez, et je reviens à l'Europol, que cette zone d'activité est desservie par le rail. Seulement, ce rail doit aboutir quelque part et une décision de la SNCF ne nous convenait pas trop à un moment, puisqu'il pensait pouvoir définitivement arrêter la liaison Sarralbe-Calhausen par exemple. Je viens d'avoir donc confirmation hier que cette décision va être repoussée. Entre-temps, sur ce même tronçon, il y aura une expérimentation d'un véhicule sur rail particulier dont il a déjà été question dans la presse notamment. Après cette phase d'expérimentation, la réflexion sera remise sur la table. Pour éviter que cette zone d'activité devienne inaccessible au rail, il serait bon que ce tronçon soit maintenu. Et puis, il y a la mobilité au travers du transport en commun et du covoiturage. Nous avons mené une expérimentation en matière de covoiturage en 2023, donc avec une grande réussite. On a trouvé une véritable adhésion de la part d'une catégorie de population qui accepte de covoiturer. Le résultat était excellent. Ça a coûté une participation à la communauté d'agglomération, mais en contrepartie, nous avons évité pas mal de tonnes de CO2 envoyés dans notre atmosphère. Voilà. Donc, au niveau des mobilités, les pistes que nous suivons à l'heure actuelle. Alors, il y a le tram. Il y aurait aussi effectivement la ligne Sarreguemines-Sarrebruck, je ne sais pas si vous souhaitez l'évoquer très brièvement. Il y a eu vous êtes engagé financièrement pour maintenir le tronçon côté français qui est actuellement en difficulté. Comment les choses vont évoluer en 2024 ? Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ça brièvement ? Alors, il est vrai que le tram, qui est un véritable symbole de coopération transfrontalière sur Sarreguemines, a quelques difficultés depuis un bout de temps déjà. Donc, ce n'est pas du tout récent, hein. Ça fait des années que cela dure. Ce tram a été mis en circulation, si je ne me trompe pas, dans les années 2099 peut-être déjà. À ce moment-là, les choses étaient beaucoup plus faciles. Ce tram circulait sur la base d'une petite convention qui avait été faite entre la ville de Sarreguemines et la ville de Sarrebruck. Aujourd'hui, les choses sont très différentes puisque les coûts de cette ligne ont augmenté de telle manière que ça devient insupportable à la Saarbahn, puisque ce sont les Allemands qui sont gestionnaires de ce tram. Et il fallait trouver une solution. Là, nous sommes dans une solution provisoire, celle que vous évoquiez, puisque la CASC a décidé, il n'y a pas trop longtemps, hein, lors de la dernière séance, de participer financièrement à hauteur de 65 000 € par an au fonctionnement de ce train-tram, comme la région le fait. Hein. Donc, nous sommes donc deux partenaires français à collaborer avec les Allemands pour le portage financier de cette ligne. Pour l'instant, les choses se passent bien, mais il va falloir rapidement trouver une décision définitive. Nous sommes dans du transitoire. Le définitif
ne doit pas tarder si nous voulons maintenir cette ligne, et ça me semble très important pour notre territoire. Au niveau du Bliss Park, c'est vrai que c'est aussi un gros projet porté par la Casques. Quelles sont les dernières avancées sur les travaux du Bliss Park? Ça avance actuellement relativement bien. Il y a eu un temps d'arrêt après la période Covid, donc qui a perturbé un peu le chantier. Je suis passé devant à l'instant, donc ça travaille, ça travaille et les choses avancent. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, ce projet devrait être terminé et il devrait pouvoir profiter donc à l'ensemble de ceux qui y sont intéressés. Je rappelle que ce gymnase était dans un premier temps et avant tout destiné au collège Fulrad, qui n'est pas doté de gymnase à l'heure actuelle, et du lycée professionnel qui est à côté. Donc ils sont à proximité immédiate. Ils pourront utiliser cet équipement au quotidien s'ils le souhaitent. Il faudra que le plan d'utilisation, le planning, soit défini avec les utilisateurs. Ensuite, il y a les écoles, notamment les écoles primaires. Je prends l'exemple de la vallée de la Bliss, où il n'y a pas un seul gymnase qui puisse donc répondre aux demandes des écoliers. Donc là aussi, ils pourront accéder à ce gymnase-là. Et puis surtout, pour la ville de Sarreguemines, il était important d'avoir un gymnase de cette taille et un gymnase élaboré de telle manière qu'il puisse accueillir du public pour de grandes manifestations. Exemple, match de handball, match de basket particulier avec du public. Donc ça va pouvoir se faire dans ce Bliss Park. Donc un peu de patience encore. Je pense que d'ici la fin de l'année, ça devrait être bon. En 2023, la Casques a décidé de changer les règles pour le tri des déchets. Donc maintenant, on a deux sacs séparés avec aussi les bornes où on peut aller amener donc les emballages légers notamment et tout ce qui est carton. Cette mesure est en partie source de mécontentement auprès de la population. Comprenez-vous cette insatisfaction auprès de la population? J'aime bien en partie, donc, puisque c'est effectivement cela. Alors, juste deux mots d'explication, parce que il faut déjà que l'usager, et nous sommes tous usagers, vous l'êtes, je le suis, il faut déjà que l'usager comprenne le pourquoi de ce changement. Alors, quand on collecte les déchets aujourd'hui, on a un vrai besoin d'avoir donc une qualité de tri qui soit bonne. Ce n'était absolument pas le cas. Allez, je le dis comme ça, nous étions les champions du refus de tri. Ça signifie quoi, le refus de tri? C'est que une fois ces sacs oranges envoyés dans les centres de tri, eh bien, c'est à l'ouverture du sac qu'on constate ce qui est dedans, et nous étions à des taux de refus qui dépassaient parfois les 50%, ce qui signifie qu'un sac orange sur deux est rejeté. Donc voilà. Ce qui coûte de l'argent, ce qui coûte très cher, et j'explique aussi pourquoi, parce que ces déchets-là sont envoyés dans un centre de tri, ils sont refusés au centre de tri, ils doivent être rechargés dans ce centre et doivent être amenés ensuite à des endroits où ils sont traités de façon ultime, soit en décharge, soit en incinération. Donc vous pouvez vous imaginer qu'en matière de manutention et de transport, le coût double pratiquement par rapport au sac orange qui a le bon contenu.
Donc, nous avons réfléchi, et c'est l'affaire des intercommunalités, hein, donc les 10 intercommunalités qui font partie du CIDEM. Le CIDEM ne s'occupe pas du ramassage, hein, je le précise. Donc les intercommunalités ont réfléchi, chacune à leur niveau, de la manière de faire pour améliorer cette situation. Et dans notre assemblée, le choix s'est porté sur l'apport volontaire, à l'unanimité d'ailleurs. Hein. Je crois que tous les élus ont voté pour cette solution, qui a donc été mise en place avec les petits et parfois gros inconvénients que nous pouvons constater sur le terrain. Alors, nous en avons totalement conscience. Hein. Nous essayons de trouver des solutions à des problèmes de dépôt d'ordures, hein, qui se créent autour de ces conteneurs. D'ailleurs, parfois, et je dirais même souvent, des déchets qui n'ont absolument rien à voir avec ce conteneur. J'ai déjà vu moi-même des téléviseurs à côté ou des meubles à côté de ces conteneurs, alors qu'ils n'ont absolument pas à y être. Donc là, nous sommes dans le domaine de l'incivilité. Maintenant, il y a aussi la problématique du remplissage de ces conteneurs, parce que à certains endroits, ça se remplit très vite. Hein. Donc je comprends les gens qui viennent devant le conteneur, qui veulent déverser leurs déchets et qui n'y arrivent plus parce que c'est plein à craquer. C'est un problème compliqué parce que la vitesse de remplissage n'est pas toujours la même, hein, suivant l'endroit, suivant le calendrier. Parce que on constate que autour des fêtes de Noël, par exemple, ou de Nouvel An, ça se remplit beaucoup plus rapidement. Et puis, il y a effectivement la problématique des personnes âgées qui ont souvent un peu de mal à se déplacer. Pour eux, je l'ai dit encore une fois, il y a des solutions possibles. Il faut contacter la communauté d'agglomération qui essaiera avec ces personnes de trouver la solution la mieux adaptée. Ça se pratique déjà, donc il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire pour d'autres. Hein. Donc voilà, alors quelles sont les solutions? Hein, nous les avons évoquées. Nous allons commencer par installer des sondes dans chaque conteneur, hein, des sondes qui nous permettent à distance de constater quel est leur niveau de remplissage. Hein. S'ils sont remplis, eh bien, nous les mettons sur un ordre de service pour notre personnel qui va les vidanger. Si par contre ils ne sont remplis qu'au tiers, nous savons que nous avons une petite marge de manœuvre sur quelques jours avant d'aller les vider, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait systématiquement un circuit que ces conteneurs soient vides ou pleins. Donc les sondes. Ensuite, comme il y a obligation de nettoyage autour de ces conteneurs, il faut bien que quelqu'un nettoie à un moment donné. Jusqu'ici, c'était les communes, et ce sont les communes d'ailleurs qui sont les mieux placées pour cela. Nous allons, au niveau de la communauté d'agglomération, probablement leur apporter une aide pour cet entretien, pour que ça se fasse plus fréquemment. La communication est nécessaire parce que nous avons le sentiment, et quand je discute avec certaines personnes, je me rends compte que les messages n'ont pas tous bien passé. Hein, donc il va falloir reprendre ce travail pour que chacun sache exactement ce qu'il faut faire. Donc, il y a du travail à faire, mais nous le ferons.
Très bien. Pour terminer cette interview, Roland Roth, je vous propose d'adresser un message à nos téléspectateurs pour cette nouvelle année 2024. Je pense qu'il faut adresser un message d'optimisme et de confiance en l'avenir à nos téléspectateurs, puisque les nouvelles ne sont pas toujours réjouissantes dans le monde, dans notre pays et parfois même sur notre territoire. Mais les élus sont là pour essayer d'améliorer la situation, les décisions qu'ils prennent et celles qui ont été prises récemment nous permettent, je crois, de voir l'avenir sous un angle d'espoir. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours actuellement. Ces projets sont toujours destinés à améliorer le quotidien de nos concitoyens, alors que ce soit dans leur vie familiale, que ce soit au travail, que ce soit dans les déplacements ou alors tout simplement dans leurs loisirs. Et je souhaite que chacun y trouve son compte. Je pense aussi que le plus important, on le dit souvent et c'est la vérité, c'est la santé, donc chacun puisse se soigner ou se faire soigner dans les meilleures conditions, profiter de l'atmosphère familiale qui, au final, nous amène le bonheur que nous attendons tous. Voilà, bonne année à tous. Je vous remercie, Monsieur Roth, pour cette interview de début d'année. Merci à vous.